L'histoire de la survie des États-Unis est écrite avec le sang des personnes dont le dévouement fut sans limite. Lorsque la patrie les a appelés, ils ont accouru des quatre coins du pays. Ils ont appris à se battre et n'ont jamais tremblé au combat. Certains d'entre eux survécurent jusqu'à la fin de la guerre, mais pour beaucoup, le sacrifice fut total. Pour les remercier de leurs efforts, ils furent décorés de la médaille d'honneur du Congrès. Il s'agit de l'honneur suprême que peut rendre l'Amérique reconnaissante à ses héros militaires pour leurs actes de courage et de dévouement, au-delà du devoir. Ils sont tous des héros. Et voici leur histoire. Après des études universitaires, Richard Bong commença sa formation d'élève officier en 1941 et devint pilote et second lieutenant en 1942. La même année, le lieutenant Bong fut parmi les premiers pilotes de combat à arriver à Darwin en Australie, comme combattant du 49e groupe de P-38. En très peu de temps, il devint célèbre dans le ciel du Pacifique Sud. Peu après son arrivée, Bong avait 8 victoires à son actif et était le chef du 9e escadron de combat. Quand les forces interarmées américaines repoussèrent lentement l'ennemi vers les Philippines, Bong protégeait les bombardiers lourds et légers, attaquant tous les avions ennemis où qu'ils se trouvent. En avril 1944, avec 28 victoires confirmées, Bong retourna aux États-Unis pour une formation supérieure de mitrailleurs. Il retourna très rapidement en Australie comme instructeur mitrailleur pour les pilotes de chasse de la 5e de l'armée de l'air. Au même moment, la bataille pour Leyte faisait rage. Pendant que la marine martelait l'île, les forces américaines se pressaient de reconstruire les terrains d'atterrissage pour accueillir les avions de combat. Leurs efforts furent retardés par les raids de jour comme de nuit des avions ennemis. Mais Richard Bong répondit présent, volant tous les jours et remportant des victoires en éliminant l'ennemi un par un. Douze fois, les Japonais envoyèrent des convois pour renforcer leur position dans la baie d'Ormoc. Et 12 fois, la 5e de l'armée de l'air les obligea à faire demi-tour. Le dernier convoi japonais fut frappé en décembre 1944. Richard Bong comptait maintenant 38 victoires au combat. L'après-midi du 12 décembre 1944, devant la garde d'honneur de 12 pilotes, chacun d'entre eux ayant remporté au moins 12 combats aériens, le général Douglas MacArthur épingla la médaille d'honneur sur l'uniforme du major Richard Bong. Dans la semaine qui suivit la cérémonie, le major Bong abattra encore 2 avions ennemis, portant le total à 40. Après plus de 2 ans et des centaines de missions, en janvier 1945, le major Bong, l'as des pilotes américains, retourna aux États-Unis. Son total de 40 victoires fut le record de la Deuxième Guerre mondiale. Il représente le plus bel exemple des jeunes Américains au service de leur pays. Richard Bong, un héros. À la fin des années 30, James Howard entra dans la marine comme élève officier pilote et devint aviateur avec le grade d'enseigne. L'été 1941, quand le général Claire Chennault recrutait des pilotes volontaires pour ses tigres volants, Howard quitta son service et s'engagea. Né en Chine de parents américains, il voulait aider à repousser la marée japonaise écrasant son pays natal. Après un entraînement intensif, les pilotes volontaires passèrent à l'action. Ils défièrent de très nombreux bombardiers ennemis, causant beaucoup de victimes. Une des cibles principales était Rangoon, la porte de la route vers la Birmanie, sur laquelle les provisions vitales passaient en Chine. Les tigres volants infligeaient régulièrement de lourdes pertes à l'ennemi, le forçant à se replier. L'unité des tigres volants fut dissoute en juillet 1942. Howard rentra aux États-Unis. Il accepta un poste de capitaine dans la division de l'air du corps de l'armée et s'engagea ainsi de nouveau dans le service actif. Après plusieurs missions, Howard rejoignit le 354e groupe de chasseurs, le premier à arriver en Angleterre équipé de Mustang PS-1. En raison de son expérience au combat, Howard fut fréquemment placé à la tête des groupes, même quand il n'était pas l'officier du rang le plus élevé.
En décembre 1943, le colonel Howard mena ses combattants au cœur de l'Allemagne, accompagnant les bombardiers lourds pour leur mission à Kiel, Ludwigshafen et Bremen. En 1944, une mission de grande échelle fut programmée pour le 11 janvier. Plus de 600 bombardiers lourds allaient pénétrer en Allemagne, jusqu'à 144 km au sud-ouest de Berlin. La cible, Focke-Wulf, l'usine de fabrication d'avions. Enfin, le jour arriva. Les bombardiers étaient chargés et prêts. Les avions de combat étaient équipés de réservoirs supplémentaires sur les ailes qui pouvaient être largués au début du combat. La pénétration initiale des zones aériennes s'est passée comme prévu. Les bombardiers de tête seraient escortés vers la cible puis ramenés jusqu'en Angleterre sous la protection des avions de chasse. Les deuxième et troisième groupes de bombardiers allaient être escortés jusqu'à 112 km de la cible, puis récupérés et protégés pendant le retour. Le commandement allemand avait appris maintenant à attendre et voir où se dirigeait la frappe avant d'engager les avions de chasse. La météo devint mauvaise et l'ordre fut donné d'annuler l'attaque et de retourner en Angleterre. Mais quelques escadrons ne recevront pas l'appel. Plus de 130 bombardiers se dirigèrent vers leur cible. Le colonel Howard menait l'escadron de protection du premier groupe de bombardiers. Et pendant qu'il pénétrait plus profondément dans le territoire allemand, de plus en plus d'avions de chasse américains faisaient demi-tour à cause du manque de carburant. La résistance ennemie dans la zone de la cible fut acharnée. Pendant le combat, Howard se sépara de son groupe et perdit beaucoup d'altitude. Il descendit un avion ennemi et remonta rejoindre la formation des bombardiers. Mais environ 30 chasseurs allemands attaquaient ces bombardiers, et aucun de ses compagnons n'était en vue. Pour son acte de courage, il fut décoré de la médaille d'honneur, premier pilote de chasse des opérations européennes à recevoir la plus haute décoration de la nation. Une partie de la citation disait « Le colonel Howard aurait pu essayer de rassembler son groupe avant d'engager le combat avec l'ennemi, mais il a choisi d'attaquer seul une formation de plus de 30 avions allemands. Au mépris du danger, il a mené des attaques pendant 30 minutes, durant lesquelles il a détruit encore 3 avions et en a certainement endommagé ou détruit d'autres. Sa compétence, son courage et son intrépidité à cette occasion sont l'exemple de l'héroïsme qui sera une source d'inspiration pour les forces armées des États-Unis. Il était brigadier général des réservistes de l'armée de l'air quand il prit sa retraite, après avoir servi avec distinction en temps de paix aussi bien qu'en temps de guerre. Lauréat de la plus haute distinction de la nation, James Howard, un héros. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la 8e force de l'armée de l'air, basée en Angleterre, était souvent la bête de somme du commandement allié. Volant sur des B-17 d'abord, puis des B-24, les hommes du 8e portaient souvent leurs bombes au plus profond du territoire ennemi, pour détruire les avions allemands et les centres de production d'armement. Le 1er juillet 1943, les éléments du 8e Air Force atterrirent à Benghazi en Libye, près de la côte nord-africaine, pour rejoindre le 9e Air Force. Ils préparaient une mission dangereuse et vitale, une mission qui coûtera la vie à beaucoup d'entre eux, mais qui restera un des meilleurs exemples de courage et de sacrifice de toute la guerre. Chaque homme qui vola pour cette mission fut décoré pour son héroïsme, et pas moins de 5 d'entre eux se virent décerner la médaille d'honneur. Seul le colonel John Kane et le colonel Leon Johnson survécurent pour recevoir la plus haute distinction de la nation. Voici l'histoire de ces hommes et de ceux qui prirent part à l'opération, brûler le champ de pétrole de Ploesti. La préparation du plan pour priver les nazis des riches champs de pétrole de Ploesti, en Roumanie, prit plusieurs mois. Une fois rassemblée dans le désert libyen, la force d'attaque spéciale commença un entraînement de 30 jours, pour ce qu'elle espérait être une attaque surprise dévastatrice. Le plan était d'approcher la cible qui était fortement défendue en rase-motte, afin d'être détecté le plus tard possible. Lors d'une répétition du raid, les appareils chargés de bombes, la force de frappe atteint une cible simulée, dans le désert, en environ 2 minutes.
L'heure approchant, chaque homme savait que la mission représenterait un aller-retour de 3800 km. Les équipes au sol travaillèrent toute la nuit. Les appareils devraient emporter une charge supplémentaire de carburant et de munitions afin de repousser l'aviation ennemie, car il n'y aurait aucune protection alliée. En outre, chaque avion emporta 2 boîtes d'engins incendiaires qui devraient être larguées à la main dans la zone de la cible. À l'aube du 1er août, la grande aventure commença. Le colonel Kane et le colonel Johnson, chacun menant 5 groupes de bombardiers, décollèrent et survolèrent la Méditerranée. Tout se déroulait comme prévu, avant que l'imprévisible ne se produise, quand ils traversaient les montagnes de Yougoslavie. Dans un épais brouillard, les groupes de bombardiers se perdirent de vue. Ceux qui volaient plus haut, poussés par un vent arrière, prirent de l'avance par rapport aux autres. Au-dessus de la Roumanie, la force de frappe vola si bas qu'elle ne fut pas détectée. Ils ne rencontrèrent aucune résistance au moment de l'approche, mais du fait de la séparation au-dessus des montagnes, seul le groupe de tête jouit de l'élément de surprise quand ils atteignent Ploesti. Le groupe de queue, composé des éléments du colonel Kane et du colonel Johnson, arriva quelques minutes plus tard sur la cible. Mais cette fois, les défenses ennemies étaient en alerte. Les flammes de l'incendie qui montaient plus haut que les appareils augmentaient leurs difficultés. Mais au lieu de faire demi-tour et d'abandonner une mission si vitale, Kane et Johnson choisirent de mener les avions à travers l'enfer de feu au-dessus de leur cible, en volant le plus bas possible. Certains avions furent touchés avant d'atteindre leur cible, mais ils continuèrent de voler dans les flammes, même si le carburant s'échappait de leur réservoir percé. Les hommes de Kane tirèrent 2400 obus en 90 secondes sur la cible, tirant souvent vers le haut pour atteindre les unités anti-aériennes sur les toits des bâtiments. Malgré le danger du pétrole en feu qui explosait, les bombes à retardement et les attaques de combattants, le colonel Johnson livra sa cargaison pile sur la cible. 9 avions de ce groupe furent perdus dans une pluie de balles ennemies. À un moment donné, 3 groupes de bombardiers se trouvaient ensemble au-dessus de la cible, volant dans des directions différentes à basse altitude. Des observateurs ennemis dirent que c'était la plus grande démonstration aérienne qu'ils avaient jamais vue. Ils pensaient que tout avait été planifié. 41 appareils avaient été perdus lors de cette mission, mais le champ pétrolier vital de Ploesti avait été sévèrement endommagé. Manquant de carburant pour entrer à Benghazi, le colonel Kane fut forcé de diriger son groupe vers un terrain d'atterrissage sur l'île de Chypre, en Méditerranée. Peu après, le colonel Kane se vit décerner la médaille d'honneur au Caire. Le colonel Johnson recevra sa médaille d'honneur en Angleterre. John Kane et Léon Johnson, des héros. Lors de la conférence historique de Casablanca en 1943, un nombre de décisions émergèrent qui accélérèrent la chute de la machine de guerre nazie. Une de ces décisions fut un programme d'opération de bombardement interarmées. La RAF poursuivrait les bombardements de nuit, pendant que l'armée de l'air américaine se concentrerait sur les bombardements de jour précis de cibles choisies. La destruction jour et nuit de l'industrie de transport des sources d'approvisionnement allait mettre à genoux le Troisième Reich. Les opérations de bombardement interarmées avaient commencé depuis 6 semaines quand l'officier John Morgan décolla pour un vol décisif. Sa mission était de détruire l'usine qui produisait les avions de chasse allemands Focke-Wulf 190, située à environ 144 km au sud-est de Berlin. Ce sera le raid de jour le plus profond jamais tenté. Une force de 120 B-17, les forteresses volantes, chargées de bombes et munitions, certaines d'entre elles équipées de réservoirs supplémentaires pour le long et dangereux vol, décollèrent de plusieurs bases anglaises dispersées. En apparence, il n'y aurait pas d'élément de surprise quand les avions arriveraient au point de rendez-vous dans le ciel. Leur progression était suivie par les radars allemands et les informations transmises aux avions de la Luftwaffe en alerte. Mais prendre la direction vers la région de Kiel-Hamburg, déjà très bombardée, était une feinte. Au bon moment, 39 B-17 rompirent la formation et commencèrent leur périlleux voyage à l'intérieur des terres. Même avant d'atteindre la frontière allemande, le B-17 sur lequel se trouvait l'officier Morgan, copilote, était attaqué par de très nombreux avions de chasse ennemis.
Ils détruisirent le système d'oxygène pour la queue, le fuselage et les postes de mitrailleurs radio. Une attaque frontale explosa la verrière et un obus de 30 frappa le pilote à la tête, le laissant dans un état semi-conscient. Le pilote tomba vers l'avant, cramponnant ses bras autour des instruments de contrôle. Immédiatement, Morgan arracha le manche à balai de l'homme blessé. Avec sa seule force, il réussit à relever l'appareil et se remettre dans la formation, malgré toute la résistance du pilote blessé et désorienté. Ailleurs dans l'appareil, les mitrailleurs de fuselage de queue et de radio avaient perdu connaissance par manque d'oxygène. Morgan, qui n'entendait plus les tirs, pensait que les mitrailleurs avaient sauté de l'appareil. Face à cette situation désespérée, il prit la décision de continuer le vol jusqu'à la cible. Pendant 2 heures, il vola en formation avec une main sur les contrôles et l'autre tenant à l'écart le pilote qui délirait, jusqu'à ce que le navigateur entre dans la cabine pour l'aider, rendant l'issue de la mission possible. C'était une victoire coûteuse, mais l'ennemi payait un prix plus fort encore. Des photos de reconnaissance montraient la justesse incroyable du bombardement. L'usine vitale de Focke-Wulf serait hors service pendant longtemps. Le lieutenant John Morgan, nouvellement promu, se vit décerner la médaille d'honneur pour son exploit héroïque et miraculeux. Une partie de la citation disait « Pour sa bravoure et son intrépidité, bien au-delà de son devoir, lors de sa participation à la mission de bombardement au-dessus du continent européen occupé. John Morgan, un héros. » Le 11 janvier 1945, 2 PSI du 82e escadron tactique de reconnaissance rentraient d'une mission. Au-dessus du terrain d'atterrissage de Mindoro, le chef pilote, le capitaine Arthur Chomeau, exécuta un tonneau victorieux pour indiquer qu'il avait détruit un avion ennemi. Les équipages au sol le regardèrent, surpris, quand il exécuta un deuxième tonneau. Les hommes commencèrent à compter, 2 avions descendus. Quand le capitaine Chomeau exécuta son 3e, puis son 4e tonneau, les gros bonnets sortirent pour le voir. Quand il arriva à son 5e, puis 6e et enfin 7e tonneau, plus personne n'y croyait. Cette victoire semblait impossible. Il se vantait. Se vantait peut-être, mais avec raison. William Arthur Chomeau, de Jeannette en Pennsylvanie, fut accepté à l'école de pilotage en août 1941. En 1942, il aurait déjà gagné ses ailes et aurait le rang de second lieutenant. Il a hâte de voir le combat, mais il est retenu aux États-Unis par plusieurs missions. Parmi elles, la patrouille anti-sous-marine au large des côtes de la Louisiane. Enfin, en 1943, il est nommé au 82e escadron de reconnaissance tactique dans le Pacifique Sud, où les Alliés poussaient les Japonais à battre en retraite, île après île. Le support aérien était crucial pour chaque invasion. Le contrôle du ciel signifiait que les têtes de pont seraient sécurisées sans une résistance ennemie féroce et des pertes humaines, comme cela avait été le cas à Guadalcanal. Cependant, le lieutenant Chomeau considérait sa mission de photographie aérienne comme de la routine. En août 1944, l'escadron de Chomeau se rendit à Biak Island, puis à Morotai à la mi-octobre. Le 82e était équipé de nouveaux avions, une version reconnaissance du chasseur P-51. Le 9 janvier 1945, le 82e se rendit à Mindoro. 2 jours plus tard, le capitaine Chomeau était en mission de reconnaissance pour photographier les aérodromes ennemis au nord-est de Luzon. Avec le lieutenant Lipscoe, un ancien cow-boy, Chomeau décolla. Il volait très bas, à environ 200 pieds au-dessus de la rivière Cagayan, en direction de l'aérodrome d'Apari. Soudain, à environ 2500 pieds au-dessus d'eux, le capitaine Chomeau aperçut une formation de chasseurs qui protégeait un bombardier japonais bimoteur. Un des passagers du bombardier devait être un personnage important pour avoir une si grande escorte. Chomeau et son lieutenant pointèrent leur PS-1 vers le ciel et foncèrent à l'attaque. C'était le combat pour lequel ils s'étaient entraînés. Au premier passage, le capitaine Chomeau descendit un chasseur et Lipscomb un autre. Les Japonais se dispersèrent. Effectuant un virage en montée, Chomeau replongea au milieu de la formation et mitrailla, et explosa un autre chasseur ennemi.
L'ennemi tenta de se regrouper, mais Chomo et Lipscomb repartirent à l'attaque, plongeant sans relâche, ouvrant le feu, grimpant, tournant, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun ennemi à mitrailler. L'équipe de reconnaissance vola autour de la zone pendant un moment, prenant des photos de ce qu'ils avaient accompli. Le capitaine Chomo avait descendu 6 chasseurs japonais, ainsi qu'un bombardier transportant d'importants personnages. En tout, les restes de 11 avions brûlaient au sol. En effet, le capitaine Chomo ne se vantait pas. Le 7 avril 1945, il fut récompensé de la médaille d'honneur pour acte de bravoure au-delà de son devoir. William Chomo, un héros.